Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta promet de rétablir la sécurité et la justice suite à l'attaque du village peul d'Ogossagou dans le centre du pays. Le chef de l'État a également pris des sanctions, notamment la dissolution de la milice Dogon. 36 pays africains, en plus du Maroc, ont réaffirmé ce lundi l'exclusivité des Nations Unies en tant que cadre de recherche d'une solution politique pour le conflit au Sahara occidental. C'était à travers une conférence qui s'est tenue ce lundi à Marrakech. Marrakech, où s'est ouverte ce lundi la 52e conférence des ministres africains des Finances. La rencontre se tient sous le thème « La politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'ère du numérique, une stratégie pour l'Afrique ». Au Mali, le bilan de l'attaque contre un village peul du centre du pays est revu à la hausse. On estime à 160 le nombre de personnes tuées. Face à cette tuerie, le gouvernement met fin à une milice de chasseurs Dogon et limoge des chefs armés. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le massacre perpétré dans le village d'Ogossagou a touché plus d'un au Mali. Le gouvernement a aussitôt dépêché une équipe ministérielle et tenu un conseil extraordinaire dimanche 24 mars 2019. Les ministres ont condamné cette barbarie et décidé du limogeage du chef d'état-major général des armées, celui de l'armée des terres, l'armée de l'air, ainsi que de la dissolution de la milice Dan Amassagou. Cela nous réconforte un peu, mais ce que nous voulons, c'est de sentir cela sur le terrain, c'est-à-dire que l'État applique vraiment ses décisions. Si l'État aujourd'hui prend encore des décisions en annulant le récépissé de Dana Amassagou, cela veut dire que l'État reconnaît vraiment que ce sont ces gens-là qui sont les auteurs de ces crimes. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement prend la décision de désarmer les milices au centre du pays. L'idylle de Wankoro, une commune rurale voisine du village d'Ogossagou, espère cette fois que le gouvernement sera intransigeant. Aujourd'hui, nous sommes très inquiets dans nos zones. Nos parents sont en train de déguerpir, tout le monde est en train de partir. Les esprits ne sont pas donc tranquilles. Tous les jours, c'est les tueries. Dans un récent discours, le chef de l'État avait réaffirmé sa fermeté face aux négligences de ceux qui doivent donner l'exemple. Le président Ibrahim Boubacar Keïta effectue un déplacement sur les lieux du drame. C'est lundi 25 mars 2019. Plus de 300 000 électeurs comoriens étaient appelés à se rendre aux urnes dans les 731 bureaux de vote répartis entre les îles de l'archipel pour élire leur président de la République. Une élection sous haute tension qui s'est déroulée ce dimanche 24 mars. Alors que le ministère de l'Intérieur se félicite du bon déroulement du scrutin, l'opposition, elle, dénonce un coup d'État électoral. Corinne Comdem. L'archipel des Comores était sous haute tension ce dimanche 24 mars alors que plus de 300 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans le cadre du premier tour de l'élection présidentielle anticipée. Scrutin auquel le président sortant Azali Assoumani, candidat à sa propre succession, s'est engagé à remporter dès le premier tour. Les 12 adversaires du chef de l'État dans ce scrutin accusent le président sortant de dérive autoritaire et crient au hold-up électoral. Ce qui s'est passé sur l'île d'Anjouan, ce qui s'est également passé à la Grande Comore. Vous savez que les censeurs ont été exclus des bureaux de vote. Depuis le matin, nous avons cherché à rencontrer le président de la CENI, mais il a refusé. En ce qui concerne l'île d'Anjouan, il y a des morts et des blessés. Nous déclarons donc auprès des Comoriens et de ceux qui aiment les Comores que nous, membres de l'opposition, nous ne reconnaissons pas la gouvernance du colonel Assoumani, ni son gouvernement, et à partir de maintenant, pour nous, il est illégitime. En effet, dès l'ouverture à 8h GMT des 731 bureaux de vote de l'archipel, l'opposition comorienne a fait état de graves irrégularités dans les îles d'Anjouan, en majorité hostiles au président Azali Assoumani et de Moélie. Selon un responsable de la commission électorale, une dizaine de bureaux de vote anjouanais auraient été saccagés. Les 12 adversaires du président Azali Assoumani ont par ailleurs appelé le peuple à résister et à se mobiliser contre des fraudes en cours lors d'une manifestation. Aucune urne ne doit parvenir au palais du peuple. Je vous demande à tous de nous rejoindre au palais du peuple immédiatement. Chers militants et militantes, empêchez tous les caisses d'arriver à Moroni. Vous savez ce qui s'est passé depuis le matin dans Anjouan, Moélie à la Grande Comore.
Nous vous appelons tous de nous rejoindre à Moroni au Palais du Peuple. Depuis le référendum constitutionnel de juillet 2018, le climat politique comorien s'est singulièrement dégradé. Adopté avec 92,74% de oui, cette révision de la Constitution a permis au président Assoumani de renforcer ses pouvoirs, l'autorisant notamment à effectuer 2 mandats successifs au lieu d'un. Il a ainsi mis un terme à la règle phare de la présidence tournante comorienne. Depuis lors, le président enchaîne des mesures dénoncées par l'opposition comme étant une dérive autoritaire, l'interdiction de manifester étant l'une d'elles. La question de la souveraineté du Sahara occidental a fait l'objet de débats ce lundi à Marrakech au Maroc. C'est à travers la conférence ministérielle africaine sur l'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional au sujet du Sahara. Une quarantaine de ministres des Affaires étrangères du continent ont répondu présents à l'invitation du ministre marocain Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, qui a réaffirmé la position du Royaume au sein de l'Union africaine. On l'écoute. Dans le discours qui a marqué le retour du Royaume du Maroc au sein de la famille institutionnelle africaine, Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, a établi la feuille de route du Royaume du Maroc au sein de l'Union africaine. Et je cite, « Loin de nous, avait dit Sa Majesté le Roi, loin de nous l'idée de susciter un débat stérile. Nous ne voulons nullement diviser, comme certains voudraient l'insinuer. Vous le constaterez, dès que le Royaume siégera de manière effective et qu'il pourra apporter sa contribution à l'agenda des activités, son action concourra au contraire à fédérer et à aller de l'avant. » Fin de la citation du discours royal. La conférence d'aujourd'hui est l'exacte illustration de cette vision royale, en ce qu'elle entend précisément fédérer et aller de l'avant. Cet esprit de rassemblement n'est pas une posture de circonstance, mais une position de constance. Il découle de l'essence même de la politique africaine du Royaume du Maroc, qui repose sur les principes de responsabilité, de solidarité et de clarté. Cette orientation pousse aujourd'hui le Maroc à s'opposer à tout débat stérile, exploitant la question du Sahara, et à condamner les manipulations politiques et surenchères inutiles. C'est cela le message fort que porte chacune et chacun d'entre nous, et nous tous ici réunis aujourd'hui. Par ailleurs, toujours à Marrakech, au Maroc, ont débuté ce lundi les travaux de la 52e conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique. Pour cette édition 2019, le thème retenu est la politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'ère du numérique, une stratégie pour l'Afrique. On fait le point avec notre envoyé spécial à Marrakech, Chaka Mboka. C'est la dernière ligne droite à la 52e conférence économique pour l'Afrique qui se tient depuis le 20 mars 2019 au centre de conférence Le Palmarais. Nous sommes bien entendu dans la ville de Marrakech au royaume chérifien. C'est lundi 25 mars 2019. C'est ouverte la conférence des ministres des Finances et de la planification au développement. 2 jours durant, les ministres de ces secteurs vont devoir discuter, échanger pour identifier les obstacles qui empêchent le développement économique du continent africain. Écoutons les mots de circonstance de Mohamed Béchamboun. Il est le ministre marocain de l'économie et des finances. Aujourd'hui, cette transition radicale tirée par la numérisation de nos économies est certes porteuse de multiples opportunités, mais elle comporte également des enjeux de taille. L'usage massif de la technologie numérique et la vitesse des mutations provoquées par la digitalisation nécessitent une vigilance accrue de la part de toutes les parties prenantes et une mise à niveau des capacités techniques et des compétences humaines pour garantir les gains attendus et éviter les pertes et défaillances qui peuvent s'annoncer coûteuses dans certaines situations. Également dans l'actualité, le e-commerce a le vent en poupe sur le continent. Les ventes en ligne pourraient devenir le moteur de croissance africaine d'ici ces 10 prochaines années. Selon les Nations Unies, le secteur devrait générer des dividendes de 50 à 75 milliards de dollars. Siam le Victoria Sedji.
Le commerce numérique se développe rapidement sur le continent africain. Selon les Nations Unies, cette rapide évolution augure de profonds changements dans les secteurs d'activité liés au commerce et à l'industrialisation. Les ventes en ligne en Afrique devraient atteindre 50 à 75 milliards de dollars par an d'ici 5 à 10 ans, contre un peu plus de 27 000 milliards de dollars actuellement. Aujourd'hui, on sait que le taux de pénétration d'Internet en Afrique grimpe plus que même en Europe, puisqu'on a des taux qui vont jusqu'à 200%, même si le taux de pénétration reste faible parce que le continent est en retard par rapport à Internet. Mais on a vu ces derniers moments avec l'arrivée du mobile que les gens se connectent davantage. Pionnière dans le secteur en Afrique, la Nigériane Jumia, fondée en 2012, s'est rapidement imposée comme un levier de croissance. En 2017, elle a atteint 103 000 personnes employées, dont 3 000 directement, avec plus de 126 structures en activité dans 23 pays africains. Le continent africain sommeille encore par rapport au numérique, au digital. Donc, ce sont ces grandes firmes américaines qui sont en train de nous coloniser davantage. Donc, c'est pour ça que nous, à notre niveau, au niveau du groupe Digital Africa Service, où on veut quand même essayer d'apporter une réponse à cela. Les experts estiment que si la zone de libre-échange continentale est implémentée, elle pourrait également générer un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards de dollars. 300 000 emplois directs et plus de 2 millions d'emplois indirects pourraient être créés par an dans le e-commerce. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.